Jeudi 10 novembre 2016, bienvenue à tous, c'est le bulletin info au menu de cette édition de l'actualité nationale, celle internationale et également le tour d'horizon de la presse internationale. On commence par l'actualité au Bénin, on démarre, j'allais dire aussi, par une cérémonie de remise de dons à Grand Popo, réunis au sein du forum de discussion dénommé Réveil Massous. Les fils et filles de Réveil, un village de Grand Popo, sont allés apporter ce mercredi un soutien à leurs parents pour l'éducation de leurs frères et sœurs. C'était donc à travers un don de fournitures scolaires et de pirogues pour le transport des élèves et écoliers de leur village. Le compte rendu est signé Jonas Bouchi, Romaïk Devouchi. 14 décembre 1995, il y avait 5 écoliers qui sont noyés dans ce fleuve. Nous avons crié haut et fort au gouvernement de venir en aide. Et jusque-là, nous sommes toujours sur les mêmes pieds. Malgré ce drame assez tragique pour faire rebourser chemin aux enfants de ce village, ils continuent de se battre avec ce cours d'eau pour se rendre à l'école. Sensibles à leur peine, leurs aînés se sont constitués en un forum dénommé Réveil ma source pour leur venir au secours. Voilà ce qui réunit tout le village au bord de ce fleuve. Le forum Réveil ma source, c'est un groupe créé par les filles et fils de Réveil pour réfléchir et échanger sur le développement de la localité Réveil. Ainsi, nous avons décidé, avec la collaboration des frères de la diaspora, de faire certaines actions. Nous avons construit une barque qu'on a remise tantôt aux élèves au bord du fleuve Sazoui. Actuellement, nous sommes à la deuxième étape pour la remise des kits scolaires. Le deuxième adjoint au maire de Grand Popo et le chef de la circonscription scolaire de Komé, ayant aussi en charge les écoles de cette commune, ont fait le déplacement pour féliciter de vive voix les filles et fils de Réveil pour cet acte de grande portée. Chacun doit s'impliquer pour le développement de sa commune. À travers ces dons, les filles et fils de Réveil l'ont compris et l'ont mis en application. Les fils et filles de Réveil viennent d'écrire une belle page de leur histoire. La cérémonie à laquelle nous participons en est un témoignage vibrant. Appréciant aussi la valeur de cet acte de générosité, le porte-parole des bénéficiaires confie les donateurs à la divine providence afin que Réveil ma source ne tarisse jamais. Que la bénédiction du Très-Haut descende sur vous, votre famille et que vos affaires prospèrent à jamais. Aussi, a-t-elle promis, au nom de ses camarades, faire réunir tout le village à la fin de l'année scolaire pour célébrer leurs brillants résultats. On parle maintenant du budget de l'État exercice 2017. Les travaux de l'étude du projet et du budget exercice 2017 en commission budgétaire ont amorcé leur phase décisive avec le passage de l'exécutif devant les députés en commission. Le ministre de l'économie et des finances et celui en charge du plan ont présenté ce mardi le programme d'investissement public. Le point est fait avec Amen Didi Rumpenoudi et Romaïk Debouchi. La phase décisive de présentation des budgets sectoriels démarre ainsi et l'honneur était au ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, qui a planché ce lundi où il a fait part aux élus du peuple que l'État affiche pour la gestion 2017 un besoin de financement de 1002,861 milliards de francs CFA. Ceci traduit la volonté du gouvernement de faire effectivement de la relance de l'économie son programme d'action mis en œuvre sur le quinquennat 2016-2021. De son côté, le ministre d'État en charge du plan et du développement, Ablaye Biotchane, est passé devant la commission budgétaire pour défendre la partie de son budget ayant pris en compte le programme d'investissement public PIP. Le coût total du PIP 2017 est de l'ordre de 808,32 milliards de francs CFA. Le PIP que nous venons de présenter est un projet très ambitieux. Il traduit aussi la vision que nous avons
arrêté dans le programme d'action du gouvernement il y a quelques jours et il traduit aussi les réformes qui sont à entreprendre pour que ce budget soit exécuté. Le projet de PIP, c'est plus de 800 milliards, vous le savez, 808 milliards. Ce sont des investissements structurants. Nous voulons la transformation de notre économie aussi. Nous voulons que cette économie puisse donner du travail surtout aux plus jeunes. Et c'est pour ça que, avec ces montants qui, cumulés, sont plus élevés que les projets d'investissement qu'il y a eu les 2 années précédentes, nous sommes capables non seulement d'investir dans les infrastructures, mais aussi d'investir pour la transformation de l'économie en même temps que nous investissons pour soulager nos compatriotes les plus démunis. Le gouvernement entend investir dans plusieurs secteurs vitaux pour booster le développement. Ce budget, qui est de plus de 808 milliards, est financé pour près de 3/4 par des ressources internes et pour près d'1/4 par nos partenaires. Je l'ai dit, il traduit la volonté de notre gouvernement de transformer notre pays, d'investir dans les infrastructures, le port qui va être modernisé, le nouvel aéroport qui va être construit et les routes qui vont être pour certaines retracées et pour d'autres réparées. Mais nous allons investir aussi dans des secteurs clés de transformation que sont l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique, mais aussi l'économie du savoir. Le gouvernement a l'ambition d'agir sur le travail de la jeunesse et surtout l'agriculture afin de ramener le taux de croissance à 7% avec la création d'au moins 500 000 emplois. Nous allons investir dans l'agriculture plus de 10% de notre budget d'investissement total. L'année prochaine, nous allons investir dans les secteurs sociaux près de 3 fois ce qui était investi les années passées. Donc nous avons l'une des politiques sociales les plus agressives. Mais ce qui est le plus social, c'est de donner du travail aux jeunes. Les audiences publiques en commission se poursuivent et chaque département ministériel passe devant la commission budgétaire pour exposer les grands axes de son projet de budget pour le compte de l'année 2017. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 9 novembre 2016 en présence du chef de l'État et des membres du gouvernement. À l'issue de ce Conseil des ministres, d'importantes décisions ont été prises. Suivons ici le point fait par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Pascal Ironé Koupaki, au micro de Loris Frédéric Davon. Organisation de la 3e édition du Forum Afrique Carbone à Cotonou en juin 2017. L'organisation de la 3e édition de ce forum, après les éditions de Dakar en 2008 et Kigali en 2016, va créer des opportunités pour l'accès au financement climatique et permettra également de nouer des partenariats avec de potentiels investisseurs, les promoteurs de projets locaux et les acteurs du marché de carbone. Mise en place au Bénin de l'autorité centrale pour l'adoption internationale. L'article 6 de la Convention de La Haye prescrit que chaque État contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. Le Conseil a pris 2 décrets. Le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité centrale en matière d'adoption internationale en République du Bénin et le 2e décret, le décret portant nomination des membres de l'autorité centrale en matière d'adoption internationale. Réception de patrimoine immatériel. Le professeur Gilbert Rouget se propose de mettre gracieusement à la disposition de notre pays les documents qui représentent la somme de bons résultats scientifiques qu'il a obtenus durant plusieurs années de recherche sur certains peuples du Bénin, notamment Yoruba et Goum. Le professeur Rouget est l'un des meilleurs chercheurs ethnomusicologues français.
Il a ainsi constitué depuis 1952 une banque de données scientifiques et donc un patrimoine qu'il accepte de léguer à notre pays. Par ailleurs, Madame Caroline Gauthier a œuvré pour la mise en place d'un master en patrimoine culturel au Bénin, à l'ENEAM, et pour l'obtention par le Bénin de l'appui de France UNESCO pour la finalisation de la route de l'esclave en vue de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Quant à Madame Giovanna Antoini et Monsieur Tito Giovanni Spini, ils sont deux anthropologues italiens qui se sont investis dans les années 80 dans des recherches et la documentation sur le site des palais royaux d'Abomey. Le Conseil a en outre autorisé la réception dans l'Ordre national du Bénin du professeur Gilbert Rouget, de Madame Caroline Gauthier, de Madame Giovanna Antoini et de Monsieur Tito Giovanni Spilini. La cérémonie de décoration aura lieu à l'ambassade du Bénin en France. On va poursuivre cette édition par donc la page Inter que nous ouvrons par le tour d'horizon de la une des plateformes internationales. C'est une présentation aujourd'hui de Loris Freddy Davo. La revue Inter s'ouvre à présent. Nous l'enclenchons par www.izf.net. Et je vous le disais tantôt, nous allons devoir faire de brèves escales sur le continent africain avant d'aborder le menu principal qui reste Donald Trump. Nous l'enclenchons par le Maroc. Maroc, les défenseurs du climat sonnés par l'élection de Donald Trump, mais restent déterminés. Maroc, les défenseurs du climat sonnés par l'élection de Donald Trump, mais déterminés. Voyons maintenant quelques précisions sur l'actualité. Un désastre pour le climat, s'interroge IZF. Sonnés par l'élection de Donald Trump, les participants de la COP22 à Marrakech veulent se persuader que l'arrivée à la Maison-Blanche d'un président climato-réfractaire ne va pas faire dérailler la lutte contre le réchauffement de la planète. Retenons le titre ici. Les défenseurs du climat sonnés par l'élection de Trump, mais déterminés. Nous restons toujours dans ce même pays qu'est le Maroc pour parler maintenant de toute autre actualité, toujours au chapitre environnement. Au Maroc, l'eau solaire pour faire aider les paysans. Au Maroc, l'eau solaire pour faire aider les paysans. Chaque goutte est comme de l'or. Il faut presque la mesurer par carat sous un soleil de plomb dans le petit village de Tafougalt. Nous sommes à l'est du Maroc. On connaît la valeur de l'eau dans cette partie du pays qu'est le Maroc, perdu dans la montagne en plein pays berbère à une quarantaine de kilomètres des côtes méditerranéennes. Je vous rappelle encore une fois le titre ici qui présente l'actualité au Maroc, l'eau solaire pour faire aider les paysans. Et nous quittons maintenant le Maroc, mais nous restons encore une fois sur www.izf.net. Nous sommes maintenant plus à l'est du Bénin, plus précisément au Nigeria. Nigeria, un juge accusé de blanchiment d'argent. Nous sommes au Nigeria, un juge a été accusé de blanchiment d'argent. Voici ce que dit l'article. Un juge de la Cour suprême du Nigeria a été accusé de blanchiment d'argent et de fraude dans le cadre d'une campagne anticorruption lancée par le président Muhammadu Buhari selon des documents présentés devant la justice. Un juge a été accusé de blanchiment d'argent au Nigeria. On y restons toujours dans ce même pays qu'est le Nigeria pour dire que 36 personnes ont été tuées par des voleurs de bétail présumés. 36 personnes ont été tuées par des voleurs de bétail présumés. 36 personnes ont été abattues par balle dans l'état de Zamfara, voilà, dans le nord du Nigeria, par des voleurs de bétail présumés, ont annoncé mardi, le gouvernement nigérien. Les assaillants
venus à bord de motos ont envahi lundi soir une mine d'or à proximité du village de Bendin. Nous quittons ainsi www.izf.net pour cliquer sur un autre site internet, c'est bien sûr www.africatv.net. www.africatv.net qui nous présente maintenant une interrogation très délicate. Comment les sondages ont-ils pu autant se tromper? Comment les sondages ont-ils pu autant se tromper sur l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche? C'est l'interrogation présentée ce matin par africatv.net. Comment les sondages, les différents sondages, ont pu pour autant se tromper sur l'élection de Donald Trump? Si vous êtes intéressé par les coulisses de l'élection, bien évidemment, enfin les coulisses des erreurs des différents sondages, eh bien, cliquez sur www.africatv.net pour en savoir davantage. Et voici l'image qui a permis d'illustrer l'actualité à la une de africatv.net. Voilà l'image que je joue, que vous avez là à l'écran de Eden TV. Nous poursuivons maintenant notre randonnée, notre balade sur les différentes plateformes internationales et c'est bien sûr Le Monde qui nous accueille. Le Monde Afrique d'abord. Le Monde et plus précisément la fenêtre Afrique de la rédaction Le Monde. Que propose Le Monde Afrique ce matin? Ces autocrates africains qui applaudissent à l'élection de Donald Trump. Ces autocrates africains qui applaudissent à l'élection de Donald Trump. C'est le titre proposé par Le Monde Afrique. Soulagement dans les palais présidentiels de Kinshasa et de Bujumbura. La défaite des démocrates va diminuer la pression américaine sur les gouvernements de Kinshasa et de Bujumbura. Le titre proposé, c'est bien sûr ces autocrates africains qui applaudissent à l'élection de Donald Trump. Et voici l'image un peu insolite qui a permis au Monde Afrique d'illustrer l'actualité. Voilà. L'image de Donald Trump en presque Superman que vous voyez là à l'écran. Nous poursuivons maintenant toujours sur Le Monde, mais cette fois-ci Le Monde FR. Le Monde FR nous présente maintenant la position des artistes américains sur l'élection de Donald Trump. Le Monde est plus près. Nous sommes au chapitre culture. Hein. L'élection de Donald Trump sème la déception chez les artistes américains. L'élection de Donald Trump sème la déception chez les artistes américains. C'est ce que signale ce matin le chapitre culture. Sinon, la fenêtre culture du monde.fr. Hormis quelques personnalités isolées comme Clint Eastwood, Steve Seagal et Azalia Banks, la plupart des artistes américains déplorent l'issue du scrutin présidentiel. Et voyons maintenant d'autres détails, toujours sur cet article. Mercredi 9 novembre, dans la journée, eh bien, le monde artistique américain a réagi sur les réseaux sociaux après les résultats de l'élection présidentielle aux États-Unis qui ont porté le financier Donald Trump à la tête du pays. Ici, la majorité des personnalités de la musique et du cinéma s'étaient engagées aux côtés de la candidate démocrate Hillary Clinton. Eh bien, une minorité avait opté pour Donald Trump, dont l'auteur et réalisateur Clint Eastwood, républicain de longue date, qui a soutenu Donald Trump durant sa campagne et a exprimé sa joie au sujet des résultats électoraux sur Twitter, bien évidemment. Et je vous propose maintenant l'image qui a permis d'illustrer cette information, cet article sur Le Monde et plus précisément au chapitre culture. Voilà l'image de ce grand nom de la culture américaine et sinon de la culture mondiale. Nous poursuivons toujours sur Le Monde qui nous propose maintenant, par Le Monde, Le Figaro cette fois-ci, qui nous propose toujours l'actualité inhérente à l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Nous sommes sur www.lefigaro.fr. www.lefigaro.fr. Hillary Clinton offre ses services à Donald Trump. Hillary Clinton offre ses services à Donald Trump. Voyons maintenant quelques détails sur l'actualité. La candidate démocrate battue par le milliardaire s'est exprimée depuis un hôtel de Manhattan. Déçu, le secrétaire d'État a appelé les Américains à faire preuve d'ouverture d'esprit pour offrir sa chance à leur nouveau
président. Voyons maintenant l'image qui illustre cette information. Voici l'image de Hillary Clinton que vous sentez là quelque peu déçu sur l'image proposée par lefigaro.fr. Toujours sur cette même plateforme, Le Figaro, autre titre, toujours à propos de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, élection américaine, les raisons de l'échec de Hillary Clinton. Voilà, Le Figaro propose déjà les vraies raisons, les coulisses de l'échec de Hillary Clinton. À lire, bien évidemment, sur www.lefigaro.fr. Mais l'autre titre proposé par Le Figaro qui intéresse Matin d'Éden ce jour, c'est bien la victoire de Donald Trump, une claque pour Barack Obama. La victoire de Donald Trump, une claque pour Barack Obama. C'est du moins c'est ce que signale lefigaro.fr. Le succès du milliardaire populiste de 70 ans est douloureux pour Barack Obama qui avait fustigé le candidat républicain et défendu bec et ongle Hillary Clinton. C'est tout, mesdames, messieurs, pour cette randonnée sur les différentes plateformes. Rendez-vous demain pour un autre point de l'actualité sur La revue de presse internationale à l'instant qui est restée dominée par l'actualité américaine, l'élection de Donald Trump qui va occuper le bureau ovale de la Maison-Blanche à partir du 20 janvier 2017. L'autre sujet, c'est bien le débat sur le climat au Maroc, la COP 22, dont l'un des enjeux clés, c'est la lutte contre la sécheresse. Et sur le continent, plus précisément au Zimbabwe, les chercheurs ont inventé ou produisent des maïs qui résistent à la chaleur pour aider les agriculteurs à lutter contre la sécheresse. Reportage. Cosmos Magorokocho travaille sur un nouveau maïs hybride. J'ai oublié le second plan. Résister à la sécheresse. Ce chercheur zimbabwéen dirige une équipe qui sélectionne et croise les variétés les plus économes en eau. Résultat, un maïs qui a survécu malgré les fortes températures et les faibles pluies, dues au changement climatique et au phénomène El Niño. En pratique, ça veut dire que nous transférons les gènes d'une plante à une autre pour créer une nouvelle sorte de plante qui aura les caractéristiques désirées. Autrefois, quand le Zimbabwe exportait du maïs, il était considéré comme le grenier à céréales de l'Afrique. Aujourd'hui, il doit en importer 2 millions de tonnes par an. Cette année, le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe naturelle, alors que 2,5 millions de personnes dépendent déjà de l'aide alimentaire. Mais les agriculteurs qui testent la semence hybride ont eu des récoltes. Comparé à d'autres graines, celles-ci ont survécu à la chaleur et au manque d'eau qui nous affecte. La récolte a été meilleure, je devrais avoir assez pour tenir jusqu'en février. Les chercheurs aimeraient répandre le maïs hybride rapidement dans les régions les plus sévèrement touchées, mais le processus est retardé par les tests de validation du gouvernement. Le temps presse, car les scientifiques envisagent déjà des conditions encore plus drastiques à l'avenir. Les recherches récentes montrent que les cultures n'arrivent pas à suivre le rythme du réchauffement climatique, simplement parce que les plantes mûrissent plus vite sous des températures élevées. Et quand elles mûrissent trop vite, les récoltes sont moins importantes. La sécheresse est l'un des enjeux clés de la conférence internationale COP 22 en cours au Maroc. Sur le terrain, des solutions comme ce maïs redonnent de l'espoir aux agriculteurs et aux populations qui peinent à survivre. Mais toujours sur le continent, le Kenya a débuté mercredi le rapatriement de ses casques bleus déployés au Soudan du Sud en réponse au limogeage du commandant kenyan de la mission onusienne dans ce pays en guerre. Ce dernier avait été démis de ses fonctions début novembre après qu'une enquête de l'ONU ait accablé les casques bleus pour leur inaction lors des violences de juillet à Djouba, ayant opposé des forces du président sud-soudanais Salva Kiir à celles de l'ex-chef rebelle et alors vice-président du pays, Riek Machar. Suivons ici une déclaration des responsables de l'armée kenyane. Nous sommes très contents aujourd'hui du retour de nos soldats. Ils sont au nombre de 100 et nous allons continuer conformément aux directives de notre commandeur en chef jusqu'au retrait de toutes nos forces du Soudan du Sud. Nous procédons au retrait total de notre contingent au Soudan du Sud, soit plus de 1000 soldats.
La victoire à l'élection présidentielle américaine du milliardaire républicain, ancienne star de télé-réalité Donald Trump, provoque un séisme politique qui plonge les États-Unis et également le monde dans une incertitude. Reportage. Ces déclarations choc l'ont conduit à la nomination du Parti républicain. Elle lui ouvre désormais les portes de la Maison-Blanche. Un message fort contre l'establishment et la classe politique américaine. Pourtant, dans son premier discours de victoire, Donald Trump se veut rassembleur. Je dis qu'il est temps de se rassembler pour devenir un peuple uni. Le moment est venu. Je promets à chaque citoyen de notre pays que je serai le président de tous les Américains. Homme d'affaires milliardaire, ancienne star de télé-réalité, Donald Trump a connu 2 divorces et est père de 5 enfants. Il a construit sa fortune sur celle de son père millionnaire et promet de diriger le pays comme ses entreprises, même si plusieurs d'entre elles ont fait faillite. Les mises en garde d'Hillary Clinton n'ont rien changé. Assurez-vous qu'il n'ait jamais la possibilité de mettre l'Amérique en faillite, comme il l'a fait pour ses entreprises. Ces promesses de campagne sont décrites comme populistes. Construire un mur le long de la frontière mexicaine, mettre fin aux accords de libre-échange ou encore renforcer la présence militaire américaine sur la scène internationale. Ils ramènent de la drogue, de la criminalité, ce sont des violeurs, même si certains, je suppose, sont de bonnes personnes. Donald Trump demande d'interdire totalement aux musulmans d'entrer aux États-Unis. Bien sûr que nous construirons un mur et que c'est le Mexique qui paiera. Fatigué par les blocages à Washington, ses électeurs apprécient ses commentaires extravagants et son profil inhabituel dans le paysage politique américain. Un débutant en politique monte en scène et l'emporte. C'était choquant. Il a su lire l'électorat américain mieux que les politiciens. Durant la campagne, la Russie a été accusée de le soutenir et les services de renseignement américains estiment que les Russes ont piraté les emails d'Hillary Clinton. Durant près de 2 ans, le candidat républicain a résisté à tous les scandales. Avec cette victoire, il s'assure une nouvelle fois d'être au centre des discussions pour les 4 prochaines années au moins. Et il faut aussi préciser que la victoire de Donald Trump va engendrer de nombreuses incertitudes au Mexique qui dépend beaucoup des exportations vers les États-Unis selon un expert économique mexicain à la frontière avec les USA. Les Mexicains sont choqués par la victoire de Donald Trump et espèrent que le républicain ne tiendra pas ses promesses de campagne. Et reportage. La victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine a fait chuter la bourse mexicaine et le peso mercredi, mais le gouvernement s'est voulu rassurant et le président Enrique Peña Nieto a félicité le républicain qu'il doit rencontrer prochainement. Je suis optimiste, il est clair qu'une nouvelle étape s'ouvre avec l'arrivée d'un gouvernement, mais je crois aussi qu'il y a une grande opportunité pour le développement des relations entre les 2 pays, a poursuivi le chef d'État mexicain. Moins confiante, la bourse mexicaine a chuté de 2,23% et le peso a plongé de 7,18% à la clôture, créant des conséquences pour l'économie du pays. Je pense que la situation va être difficile. Il y aura beaucoup d'incertitudes et je pense qu'on va attendre toutes les déclarations de Trump pour voir s'il se calme et adopte une autre tonalité, la tonalité d'un chef d'État, ou s'il continue d'avoir le même discours qui fait parfois très peur. Les 20 dernières années, l'économie mexicaine n'a eu qu'un seul vrai moteur de croissance, les exportations non pétrolières. Nous devons garder à l'esprit que 80% de ces exportations vont vers les États-Unis. Donc, si les règles du jeu changent, une grande partie de l'investissement que le pays a fait pendant de nombreuses années va être remis en question. En 2015, les échanges entre les pays ont atteint 531 milliards de dollars et 80% des exportations mexicaines prennent la direction des États-Unis. Donald Trump est le premier président américain à être ouvertement contre le Mexique et l'avenir s'annonce donc difficile selon l'analyste.
Essayer d'ouvrir le dialogue et le convaincre d'une part que c'est une relation bilatérale qui marche, que de nombreux emplois des deux côtés de la frontière en dépendent et il faut aussi faire en sorte que les négociations soient bilatérales et non unilatérales. Empezaría a cuestionarse, tratar de empezar a dialogar y tratar de empezar, por un lado, a convencerlos de que Je pense que nous allons assister à beaucoup de choses ces prochains mois qui provoqueront beaucoup de volatilité dans les marchés d'échange et dans d'autres marchés financiers. las negociaciones que se hagan sean negociaciones bilaterales y no unilaterales. À la frontière avec les États-Unis, des Mexicains sont choqués par la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine et espèrent que le républicain ne tiendra pas ses promesses de campagne. J'espère qu'il sera comme tous les hommes politiques du monde et que toutes ces promesses sont des mensonges. L'arrivée au pouvoir de Trump augmente l'incertitude au Mexique du fait de ses liens économiques étroits avec les États-Unis. Il faut préciser que le président mexicain s'est dit prêt à coopérer avec Donald Trump malgré les tensions, surtout les dernières tensions entre les deux pays pendant la campagne américaine. L'élection de Trump a également provoqué des inquiétudes dans d'autres pays, à commencer même par les États-Unis. Chicago, une manifestation de protestation contre l'élection de Trump également dans d'autres pays. Vous aurez le point complet dans l'édition de 13h avec Antoinette Sagbo. Demain, Bulle Info, ce sera un rendez-vous que vous allez prendre avec Arnaud Bori Agua. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain à 10h. Merci à tous.